c'est déjà bien. Je vais essayer de répondre à ce qui est demandé. Donc, vous savez, le premier élément donc, de gouvernance organique, on pourrait aussi appeler aux gouvernance organique une gouvernance connectée à l'être, à soi, à quelque chose de profond. Et donc c'est ça qui est déjà le premier pas dans la réponse l'individu et groupe. Quand on dit individu, on dit, ça veut dire, en fait, c'est quoi? Quelle est la place de l'individu dans l'organisation? Déjà, il faudrait plutôt poser la question, quelle est la place de l'individu dans l'individu? Qui je suis? Comment savoir qui je suis? Donc là, la gouvernance organique répond à ça de manière très, très précise. En fait, vous pouvez trouver ce qui est le plus beau en vous et les connexions à votre état quand vous vous posez la question quels sont les meilleurs moments que vous avez vécus dans la vie. C'est ce que je vous propose de contacter maintenant. Posez-vous la question, quel est le moment le plus heureux de votre vie? Allez-y. À quel moment? Il y avait peut-être un moment d'éveil, moment de rencontre avec Amar, moment de connexion avec la nature. Moi, j'avais plusieurs éléments comme ça. Dans les années 80, j'étais militant de Solidarność en Pologne. Et j'étais 3 fois en prison. Et la 3e fois, j'avais 10 ans devant moi. Heureusement, ça s'est fini après 4 mois après une amnistie. Mais avant, j'avais une situation complètement désespérée. J'étais en plus dans une cellule de grand isolement. Je me suis mis à prier et j'ai eu un moment dans lequel je retrouvais la paix, la tranquillité, la joie, la liberté intérieure au fin fond de situations complètement désespérées. Une sorte d'éveil. Voilà, le moment qui a complètement bouleversé ma vie. Je suis devenu moine après, alors que j'étais en études d'ingénieur. Ouais, c'est ça qu'on cherche maintenant. Un autre moment que j'ai vécu il y a... À 18 ans, j'avais vécu un moment où je jouais dans une équipe de basket. Et un jour, il y avait un truc assez particulier, la lumière, les repas, et puis déjà en venant au match, j'étais déjà dans un truc assez particulier, et je suis rentré dans ce que les sportifs appellent le flow, là. Quand j'ai commencé à jouer, je marquais dans des positions complètement invraisemblables. On n'a jamais vu ça, moi j'ai jamais vu ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Voilà, c'est de ça qu'on parle. Un autre moment que j'ai vécu qui, vous voyez, je vous donne différents types de moments, c'était quand je suis tombé amoureux d'une femme qui était, d'ailleurs réciproquement, qui était une ancienne danseuse étoile dans l'Opéra de Paris. Wow. Il y avait une ouverture qui s'est faite dans ma conscience vers quelque chose que je n'ai pas connu jusqu'à maintenant. Un autre moment, c'était au cercle de Navacelles, en bas, pour ceux qui connaissent, c'était fin mai, il y avait la température du soir alors que la journée était chaude, la pierre était très chaude, alors qu'il faisait froid, je me suis couché sur la pierre, et cette pierre me donnait la chaleur, l'échange s'est produit. J'étais en amour avec cette pierre et de plus en plus d'échange du plaisir qui s'est produit. Et d'un coup, je cessais d'exister, je suis devenu pierre, je suis devenu cascade, qui était juste à côté, je suis devenu tout ce qui m'entoure. D'un coup, je commençais à entendre que les oiseaux répondaient au bruit de la cascade, que tout était en harmonie, qu'il y avait une symphonie universelle qui s'est déroulée devant moi, alors que je ne l'entendais pas avant. Et j'étais dans un trance comme ça pendant 2 heures à peu près. Voilà ce qu'on cherche. Voilà.
vous avez vécu quelque chose de similaire. Je vous donne des pistes pour que l'écho des différents moments de ma vie fasse écho avec ce que vous avez vécu. Donc, allez-y. Dites-moi qui a trouvé au moins un beau moment de sa vie. Ok. Ok. Oui. Oui. Mais on y est presque tous. Donc maintenant, vous voyez, je vous propose de juste réaliser qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Quelles sensations et quelles émotions étaient présentes à ce moment-là. Et je vous propose de choisir trois mots pour décrire l'amour, la paix, la liberté. Vous voyez, je mets ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti à votre moment? Qui a les trois mots? Vous pouvez me faire le signe? Ok, ça vient. Ok, on y est. Ok, ça c'était quelque chose d'intérieur. Vous pouvez vous aussi poser la question, vous avez ressenti où ces sensations dans votre corps? À quel endroit? Comment vous savez que c'est ça? Oui, à ce moment-là, vous entrez en contact avec cette émotion, avec cet état-là. Vous y êtes quand vous vous posez la question. Et on peut se poser la question aussi, qu'est-ce qu'il a fait que ces émotions se sont déclenchées? Là, on cherche les conditions extérieures. Pour moi, c'était la paix, l'abandon, lâcher prise. Avec la pierre, c'était l'échange de plaisir réciproque entre éléments et moi. Voilà, c'était les conditions extérieures. Si vous posez la question, vous pouvez trouver. Et troisième élément qu'on cherche dans cette situation-là, c'est les prises de conscience. Qu'est-ce que cette situation prouve? Qu'est-ce qu'elle vous enseigne? Par exemple, mon histoire de prison m'a enseigné que la liberté, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi et je n'ai pas besoin de le chercher à l'extérieur. Et que si moi, j'ai pu, en prison, trouver ma liberté, c'est que chacun peut le trouver, quelle que soit sa situation. La paix et la liberté. Voilà les prises de conscience. Quelles sont les vôtres? Qui a les prises de conscience? Qu'est-ce que votre moment de bonheur vous a pris? Ok. Yes. Voilà. Vous y êtes. Vous pouvez aussi réaliser que ça pourrait être super chouette si notre job consisterait à transmettre aux autres le plus beau de ce que nous avons reçu dans la vie. Et si on pouvait passer l'essentiel de notre travail à transmettre aux autres le plus beau de ce que nous avons vécu. Et vous pouvez vous imaginer que se transmettre le plus beau, c'est transmettre ce plus beau que vous êtes en train d'analyser. Ce beau moment. Et que la mission de ce job, ça pourrait être créer les conditions externes, celles dont nous venons de parler, pour permettre aux autres de vivre les émotions que vous avez cherchées au départ et prendre des consciences de ce dont vous avez pris conscience. Voilà une mission de vie qui se déploie à partir de votre moment du bonheur, de ce que vous considérez le plus beau qui vous est jamais arrivé. Quel est le but de cette opération? Le but de cette opération est qu'en transmettant le meilleur de ce que vous avez vécu dans la vie aux autres, ça vous met dans l'état dans lequel vous étiez, quand vous étiez heureux. Et c'est ça qu'on cherche. Si ceci devient job, vous allez passer 8 heures de votre vie à être connecté au plus beau moment de votre vie. Et si vous donnez la tâche de transmettre aux autres tous les ingrédients
dont je viens de parler, vous serez obligé de les mettre en place pour être crédible. Vous les mettrez donc en place. Et du coup, vous créerez tout ce qu'il faut pour que votre vie se passe en permanence dans cette connexion la plus profonde que vous avez connue de votre vie. En fait, dans le travail que nous faisons dans la formation, nous découvrons 4, 5, 6, 7 expériences de référence, parce que ces expériences de référence, comme vous avez vu, découvrent différents contextes, le lien avec moi-même, le lien avec les autres, le lien amoureux, le lien avec la nature. Vous avez vu dans mes expériences des références comme ces expériences touchent différents éléments de la vie. Et dans ce contexte-là, je peux transmettre aux autres le meilleur de ce que j'ai reçu dans les contacts avec la femme dont je vous ai parlé, dans les relations de couple. Je peux aborder la connexion avec la nature parce que je l'ai vu avec la pierre, et la cascade et la symphonie. Donc quand je serai dehors, c'est de cette manière-là que je vais transmettre ma mission. Je ne vous ai pas dit que quand j'avais 4 ans, je me suis promené avec mon père au bord de la maison qui abritait les milliers de moineaux. Et ces moineaux faisaient des figures comme ça, magnifiques, que vous connaissez. Vous voyez, 50 ans plus tard, j'enseigne la gouvernance organique qui fait la même chose. Ça me ramène directement à cet état-là du gosse. Et c'est cet état-là qui est le Graal. Parce que quand nous sommes dans cet état-là, il s'est fait cette communion-là que nous avons commencé à goûter en se donnant les mains, mais sur un niveau encore plus profond. Et si chacun a trouvé, parmi ceux qui forment une organisation, par exemple un collectif, imaginez que vous êtes formé à la gouvernance organique, chacun a découvert ses missions. Chacun donc peut créer un projet, ou plusieurs projets parallèles, qui le mettent en permanence dans cet état-là. Ça veut dire que si notre mission nous amène à la même réalisation, on appelle ça vision, si nous avons la même vision, ça veut dire que nous avons la même raison d'être, nous avons le même ADN social, nous appartenons à la même espèce, nous pouvons donc devenir fertiles ensemble, d'être dans la tendresse de ceux qui ont la même raison d'être, et voir qu'il y a une similitude entre individuel et les groupes. Le premier grand principe qui n'est pratiquement jamais respecté dans l'approche qu'on connaît dans la permaculture, dans les oasis en tout lieu, qui se réunissent en général pour construire les habitats écologiques ou faire un design, ou faire un potager, ou faire quelque chose de temporaire. Et une fois quand on a fait ça, quand on habite bien, tout pousse sympathiquement, on a de moins en moins à faire, on se retrouve pour savoir, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ces gens-là? Mais ils fonctionnent complètement différemment que moi. Ça ne m'intéresse pas, ils me font chier. Et du coup, là ça commence à cet ordre. On a de fameux exemples de collectifs qui ont réussi, comme par exemple Amour de Buis, avec Sophie Rabi, que tout le monde connaisse. Là, maintenant, les tensions au niveau des tensions qu'on appelle stratégiques, au niveau des raisons d'être, à son comble là-bas. C'est invivable, d'après ce qu'il témoigne lui-même dans les réunions d'Oasis. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un collectif avec les différentes espèces sociales. Ils ne retrouvent pas la communion et
la même vision de ce qu'ils ont à construire en commun. Mais je peux vous dire que quand vous retrouvez enfin le sien, qui a vu le Kung Fu Panda? Le Kung Fu Panda 3 qui a vu. Et voilà, c'est quand le Kung Fu Panda retrouve son village secret. Voilà les siens, ils sont comme lui. Voilà, enfin, ils se réjouissent de la même chose. Ah, quel soulagement! Quelle liberté, quelle libération, quel plaisir à être! Et quelle énergie pour faire des choses ensemble! Énergie qui va dans le même sens au lieu d'aller à gérer des réunions et des réunions avec des gens qui ont toujours une idée différente de celle que la mienne et qui toujours voudraient passer un truc alors que ça ne m'intéresse pas vraiment. Et puis voilà, ça devient un peu épuisant, mais comme j'ai mis les billes dans les affaires, il faut que je continue. Et puis voilà, jusqu'à ce que je n'en peux plus, et puis j'en ai marre, et puis c'est tellement bien que, bon, on va arrêter. On va recommencer sur de nouvelles bases pour tomber dans le même piège, puisqu'on ne sait pas comment faire ça, et on fait des expériences, et des expériences, et des expériences. Pour prendre un peu de conscience qui je suis, quel est mon ADN social, quelle est ma raison d'être, quelle est cette raison d'être qui me fera, qui me mettra dans l'état de vibration que j'ai connu dans le plus beau moment de la vie. Il suffit de faire l'envers, prendre les plus beaux moments de la vie, de savoir, de le transmettre, ça m'obligerait de faire ça. Qui sont ceux qui ont envie de faire ça? Ah, c'est le mien. Ben faisons ça, ben on est entre les siens. Voilà. Structuration des organisations organiques par espèce sociale. Et maintenant, quand on est bien séparés, comme le vilain petit canard a arrêté de vouloir devenir intégré parmi les autres canards parce qu'il s'est vu dans l'eau son reflet, il a compris qu'il est un signe. Comme par hasard, c'est fait que les autres signes arrivent et ils se reconnaissent. Il suffit de savoir qui je suis pour reconnaître les siens. Et ça, c'est le plus gros du job. Parce que quand on est entre les siens, et quand on est dans cette vibration qui génère la connexion au moment de ma vie, après tout s'est fait tout seul. Et c'est ça la magie à découvrir, le témoignage majeur, que la terre promise, on l'a trouvée. On sait trouver la terre promise. Terre promise, c'est là où tout se fait tout seul. On ouvre la bouche et ça tombe. Ça s'est fait quand on est dans cet état-là. Donc, après, dans une organisation, le seul souci est comment maintenir cet état-là, puisque cet état, c'est quelque chose d'instable, quelque chose de vulnérable, quelque chose qui est soumis à plein de types de tensions, notamment nos névroses, nos importances, nos valeurs, qui, eux, dès qu'ils ne sont pas respectés, nous font monter sur le tour et font perdre toute l'unité. Voilà. Mais avant ça, je veux vous parler de cette évolution-là, puisque elle s'est invitée dans le propos, donc je vais faire un dessin là. La relation qu'il puisse y avoir entre niveau de conscience et niveau de vibration. Donc là, on est au plus bas, et là, on est à pleine illumination de conscience. Et la réponse est à peu près comme ça.
Et là, vous pouvez remarquer qu'il y a plusieurs phases. Notamment, je distingue 4 phases. Cette première phase, dans laquelle les personnes en général ont un niveau tellement bas où ils ne s'occupent que de survie et de la sécurité, et c'est les 2 critères et valeurs dont ils s'occupent. On peut voir un peu la pyramide de Maslow posée comme ça, ici. D'abord, il y a la survie, la sécurité, après, il y a la reconnaissance, l'estime et les besoins spirituels après. Donc ici, on s'occupe juste de la survie, et ce qui est propre à cet état-là, c'est qu'on se croit incapable d'assumer son propre bonheur et on s'adresse aux puissants, on devient esclave à ce stade-là, esclave de ceux qui savent. Ou bien on devient la victime de mon patron, là. Donc en gros, cette zone-là amène la vibration de la victime, la zone de la victime. Et après, avec le développement de la conscience, on réalise que si je faisais une école où je faisais une formation, notamment en permaculture, en éco-construction, peut-être en d'autres métiers, assistante de direction ou un truc comme ça, je pourrais non seulement ne pas travailler en usine comme un automate utilisé par les autres et de me faire exploiter, mais je pourrais tirer l'épingle du jeu. Les filles, à ce stade-là, découvrent les plus anciens des métiers du monde. Ils disent, tiens, c'est un truc appréciable, donc si je le mettais en jeu, je pourrais tirer un bénéfice. Là-dedans, cette zone s'appelle la zone de la prostituée. Rassurez-vous, à peu près 90% des populations résident dans ces 2 zones. C'est la prostitution sexuelle qui est montrée de doigts comme un arbre qui cache les forêts pour dire non, non, c'est elle qui fait ce qu'elle n'aime pas. Nous, ce n'est pas du tout notre cas. Alors là, vous savez très bien que pour gagner les sous, on fait n'importe quel job qui ne nous comble pas du tout. En tout cas, pas du tout au niveau qu'on recherche, au niveau du moment le plus beau de votre vie. Et après, il y a une autre zone où la conscience augmente et on dit, allez, ça finit de travailler pour les autres, pour les patrons, fini de faire ce que je n'aime pas, je vais créer ma start-up, ou je vais créer mon collectif, ou bien je vais créer mon jardin permaculturel. Et voilà, on ramasse nos meilleures idées, la force, l'action, la conviction que je vais y arriver, et on rentre dans une zone qui s'appelle la zone d'entrepreneur saboteur. Dans cette zone, tout devait aller mieux, et pourtant c'est dur, hein? Et voilà, donc c'est cette zone-là, comme je disais, un projet, tiens, ça devait être super, et finalement c'est épuisant, et puis on passe à un autre, on en a marre, et puis on va restructurer tout ça, et puis on a restructuré, et c'est à peu près toujours pareil, et c'est énième fois dans la vie que ça m'arrive, et puis jusqu'à ce qu'on arrive à ce stade-là, qui s'appelle le stade de porte étroite, dans lequel on ne peut plus. On abandonne, notre mental abdique. On n'est pourtant pas con, hein? Et on se trouve dans une dépression, dans une débandade totale, et on abdique. C'est là où on perd tous ses amis, où on divorce, on tombe malade, c'est une grande catastrophe. Et à la fin de cette catastrophe, en général, on finit par ne rien faire et s'habituer à cet état. Et là, ça commence à être chouette.
on découvre qu'il suffit de ne rien faire pour que la salade pousse. Et ça, c'est vraiment super. C'est une magnifique découverte. Par exemple, moi, après mon passage de moine, j'étais psychothérapeute, après j'étais consultant des entreprises, après j'étais entrepreneur, j'avais 4 entreprises dans les 4 coins du monde. J'ai brassé des contrats de millions jusqu'à ce que je me suis trouvé en faillite dans mon RSA. Je n'ai pas lâché prise, j'ai écrit des bouquins, j'ai ouvert une maison d'édition jusqu'à vraiment que je suis arrivé à la porte. Je vous apprendrai plus tard pourquoi, alors que mon entrepreneur, il n'était pas con. Et là, et puis ayant épuisé toutes les ressources dans mon RSA tranquillement, j'ai commencé à me lever à 10 heures, de m'accorder 1h30 de méditation, de faire le petit déj que j'aime, passer à faire des petits plats avec les produits les moins chers de Lidl que je compte concocter avec au RSA. Voilà, mais quand même, c'était quand même pas mal. Voilà, ça me faisait plaisir. Et puis, ça devait durer 3 mois et ça durait 3 ans. Et à la fin des 3 ans, j'étais vraiment un amoureux. Quelle surprise! Quelle surprise! Par contre, quelle honte! Quelle honte pour mon entrepreneur! Là, celui-là, et là, ça s'appelle les ondes de connexion avec soi. Et puis plus on devient conscience de ce qu'il nous faut, ou plutôt de ce qu'il nous ne faut pas. Vous voyez, quand on a abdiqué toutes nos bonnes idées de notre mental, tout notre patchwork, bonnes idées sorties de toutes les formations que nous avons faites, qui sont super, voilà. Mais n'empêche, une fois quand on est arrivé à bout de tout ça, on dit, ah purée, ça fonctionne tout seul. D'ailleurs, c'est ce qui est enseigné ici. Laissez la nature tranquille, il va vous apprendre comment ça fonctionne. On prend le message, n'est-ce pas? Bon, ben voilà. Et quelle était ma surprise que de découvrir que ce processus correspond étrangement à l'histoire des Juifs. Je ne sais pas si vous réalisez, là, ça pourrait être la sortie d'Abraham de Urs, de son territoire. Il arrive où? Il arrive en Égypte, terre d'esclavage aussi, où ils font des briques et il envoie sa femme Sarah chez le pharaon pour avoir des avantages, comme par hasard. Et là, à ce moment-là, il arrive un puissant Moïse, nous dit, fini le frère, allez, on va sortir d'Égypte, là. Et il sort, passe par la mer Rouge. Impossible de revenir en arrière, l'armée des pharaons est engloutie dans la mer, et il arrive où? Au désert. Et pour passer de Caire à Jérusalem, 200 km, combien de temps ça leur a pris? 40 ans. Et pour passer 200 km en 40 ans, ben, il faut savoir faire. Hein. Ben, il faut aller partout, partout, sauf là où il faut. Eh bien, ça s'appelle un phénomène de labyrinthe, dans lequel on s'imagine qu'on a trouvé la bonne porte, qu'elle nous amène à perdre l'énergie et du temps pour faire des trucs, entrepreneur saboteur, qui ne mène à rien, alors qu'il était plein de promesses. Il était le mieux de ce que je pouvais discerner. Voilà. Et comme on arrête, Moïse ne rentre pas dans la terre promise, comme notre grand Manitou qui a tout compris dans l'étape de la loi, la gouvernance, c'est ça, voilà, on va fonctionner comme ça, comme le monsieur qui vous parle abdique un peu. Voilà, là on peut être bien. Parce que chacun de nous a monsieur fort à l'intérieur de nous, mais le bonheur c'est au-delà de monsieur fort. Voilà. Voilà. Et donc là,
petit à petit, avec 40 ans d'expérience, d'épuisement, à la fin de la vie, nous arrivons à prendre conscience de, finalement, si je savais au début, ça serait complètement différent. Et donc, il y a la possibilité de savoir ça un peu avant, avant de devenir vieux, de comprendre qui je suis, qu'est-ce qui me fait profondément plaisir, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer profondément. Voilà. Et de conscientiser ça suffisamment pour savoir qui sont les siens, avec qui j'ai des choses à faire, qui vont se faire toutes seules. C'est incroyable, c'est scandaleux ce que je vous dis. Ne croyez pas ce que je vous dis, testez. Testez, mettez à l'épreuve ce que je vous dis. Et donc cet état-là, effectivement, c'est un état fragile. Parce que, comme je disais, ça nous amène au chapitre des tensions. Tensions qui sont le fameux facteur humain de toute organisation qui le mettent en échec, quoi, la plupart du temps. Et donc, en fait, pour savoir, à la force, vous voyez, de s'occuper de ces phénomènes-là, puisque comment ça s'est fait, évidemment, une fois quand je suis passé à ne rien faire, ben, ce que je devais faire au fond de moi a émergé petit à petit. Je me suis trouvé dans un collectif dans lequel on a essayé de travailler sur la mission. Ils m'ont demandé de travailler sur la mission de vie. Et ça donnait cette surprise de voir la connexion commune et la communion qui s'est faite. En fait, avant ça, j'ai découvert aussi la procédure de consensus sans compromis, qui est une procédure mentale. C'était dans les années 90, puisque dans les années 80, je me suis posé deux questions. Parce que quand j'étais en prison, avant que je n'étais en prison, on avait plein de réunions entre les gens qui voulaient changer le monde, de changer le système. C'est un peu comme si Colibri prenait le pouvoir en France. Là, on se réunissait, et c'était un enfer au niveau des relations, au niveau de tensions dans le groupe. Là. Donc là, je me suis posé la question, comment on peut arriver à un consensus sans compromis? Et je finis par trouver une méthode de consensus, comme il y a la méthode de consentement, il y a la méthode de consensus aussi. Voilà, je l'ai trouvé dans les années 90. Mais avant ça, oui, j'ai découvert la méthode de découvrir sa mission de vie, puisque en fait, je me rappelle un soir, je me suis trouvé à faire le con avec mes amis en narguant le CRS communiste. Et j'ai réalisé qu'il y avait du bruit que ce CRS en face avec son Kalachnikov, s'il prend peur de ce qu'on est en train de faire, il suffit qu'il tire, que je meure. Je vais donner ma vie pourquoi? Et donc là, je me suis posé la question, comment savoir ce qui vaut pour moi ma vie? C'est-à-dire, comment je peux savoir qui vaut quelque chose suffisamment pour moi pour que je donne ma vie pour ça? Et donc là, 15 années de recherche, après 15 années de recherche, je retrouvais la procédure de mission de vie telle que je vous ai présentée au début. Connexion à soi, transmettre aux autres, 3 éléments, émotions, les conditions, les émotions, prise de conscience, et là, je trouvais la réponse à ma question. Donc, j'avais ces deux outils déjà dans les années 90, et c'est avec elle que je suis venu dans ces collectifs, puis qui m'a demandé de travailler sur la raison d'être, parce que notamment, comme plein de collectifs, ils étaient en pleine explosion ou implosion, puisqu'il y avait la tension, ils vivaient ensemble, ils découvraient qu'ils n'avaient pas grand-chose en commun. En tout cas, ce n'était pas clair. Et quand on a fait le travail sur la mission, je n'avais même pas occasion de les apprendre le consensus sans compromis, parce qu'il émergeait quelque chose de mieux. Le type consensus, le consensus profond,
qui est l'unanimité connectée. Cette unanimité que je vous ai fait entresentir au départ et qui résulte et devient encore plus forte quand vous êtes dans l'état de connexion avec votre mission, à votre ADN social. Voilà. Et là, on a découvert qu'il y a, après le consentement de sociocratie et d'holacratie, il y a le niveau de consensus et après le niveau de l'unanimité connectée. Waouh, quelle surprise! Et on a découvert aussi que dans les réunions que nous avons faites, mais cet état, il était fragile et qui était notamment soumis à ces facteurs humains qui se déploient à travers de nos névroses, à travers de nos blessures. Et donc, petit à petit, nous avons cherché et fini par devenir un peu experts au niveau des traitements de tension. Déjà, nous avons j'ai identifié 7 types de tensions distincts, qui en général sont un grand amalgame. Et le premier type de tension, c'est la tension sur quoi? La raison d'être, évidemment. C'est ce dont je parlais, qui s'appelle les tensions stratégiques. Après, dans une organisation, il y a des tensions résultant du fait qu'elle est mal organisée, structurelle, et que quand il n'y a pas assez de personnes à l'accueil, ni de manière de traiter le courrier est mal organisée, ou je ne sais pas quoi encore, ben, il y a toujours le même problème qui revient et génère la tension stratégique, structurelle, pardon. Après, il y a la tension opérationnelle. Tension opérationnelle, tout est super bien structuré, on a la même raison d'être, mais la personne est tombée malade et ce n'est pas fait, ou la machine est tombée en panne, ou quelqu'un n'a pas fait ce qu'il devait faire. Tension opérationnelle. Et après, on a 4 encore types de tensions, qui sont notamment les tensions personnelles. Tensions personnelles, c'est les tensions qui résultent de nos blessures. Ça veut dire que dès qu'on parle à quelque chose, comme un chien de Pavlov, il y a un contexte, l'histoire de ma blessure, ça m'aide et tout de suite me met mal, me met en tension, me met en angoisse, me met en souffrance. Et ma belle vibration de l'unité, elle a foutu le camp. Ma vision du monde change complètement. C'est là la vision qui était magnifiquement commune, devient séparée. Chacun commence à avoir sa vision complètement délirante. De quoi tu parles? Regarde. On dit, ah ouais, chacun sa vérité, n'importe quoi. Chacun, plus nous sommes sous tension, plus nous sommes angoissés, plus notre vision du monde déconne de la réalité. Et c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Plus nous sommes dans l'état de bien-être, de la communion, d'un coup, les visions sont harmonisées et commencent à voir la même chose. Et donc, on a appris à identifier ces moments de tension qui arrivent un peu du passé et traiter ces tensions. Vous avez eu la conférence de Yann Thibault, je suppose, avec alchimie émotionnelle. Bon, ça, c'est une des méthodes qui est utilisée. Il y en a 5 d'autres qu'on utilise couramment. Et qui permet d'enlever les tensions dans l'espace de 30 secondes et de revenir à son état de connexion. Et ça, c'est bon. Et même dans le fonctionnement de réunions organiques, facilitateur à cette tâche, ne pas laisser parler qui que ce soit d'eux qu'il perçoit qu'il n'est pas en paix profonde. Vous voyez, dès que quelqu'un commence à parler un peu, tac, tac, hop, 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 aurais-tu une tension? Où elle est dans ton corps? D'ailleurs, je vais vous filer un truc. Vous avez sûrement une tension, parce que si vous n'avez pas de tension, vous serez en extase. Donc, rentrez à l'intérieur, là, comme tout à l'heure, là, je vais vous filer un truc, là, inédit. Jamais dit dans la conférence encore. Là, donc, essayez de voir une tension, peut-être dans le plexus, peut-être ailleurs, il y a toujours une tension qui traîne quelque part.
essayez de la retrouver. Essayez de la regarder par l'intérieur. Vous savez, on peut regarder l'endroit qui est tendu, soit comme ça avec les yeux ouverts, soit pareil de cette manière-là avec les yeux ouverts. Et on peut le regarder comme si on regardait par le cou. Et là, on a beaucoup plus d'impact sur cet espace-là. Vous voyez la zone de votre tension? Regardez maintenant que la forme de cette tension, ça veut dire la zone qui est tendue par rapport aux zones qui n'est pas tendue. Et maintenant, comme vous le voyez, imaginez un serpent qui circule de haut en bas, comme vous voulez, dans le sens qui vous plaît, qui traverse cette zone de tension, jusqu'à ce qu'elle la pulvérise. Allez, faites-le. Allez là où il y a la tension. Passez dans tous les sens. Peut-être dans la gorge, peut-être dans le ventre, peut-être dans la tête. Voilà. Ça nous a pris combien? 30 secondes, une minute. Voilà une tension qui est partie. Il y a encore plein d'autres méthodes qui fonctionnent comme ça. Vous voyez, l'atmosphère tout de suite a changé. Vous sentez ça? Il y a un silence qui s'installe. Il y a l'ange qui passe. C'est la vibration qui monte. Dès qu'une tension lâche, la vibration monte. Enfin, la tension devient un objet structurant une organisation. Autant les tensions stratégiques, autant que les tensions structurelles surtout, que opérationnelles, que même celles-ci qui sont personnelles, sont des tensions qui, dans la gouvernance organique, structurent l'organisation. Pourquoi? Parce qu'ils nous donnent deux éléments extrêmement précieux qui sont l'information sur ce qui dysfonctionne et l'énergie pour réaliser le changement, puisque ça nous fait souffrir. Donc on a l'énergie de se libérer de cette souffrance. Les tensions, au lieu d'être un élément qui gêne l'organisation qu'on aimerait mettre sous les tensions, sur le tapis, pardon, devient un élément structurant et libérant et développant l'organisation. Et ça, c'est top. Dans une organisation organique, on prend un engagement d'exprimer toutes les tensions dès qu'il apparaissent à la conscience et les traiter aussitôt. Car chaque tension, si elle n'est pas exprimée, elle génère un jugement destiné à la séparation. Et si vous cumulez les tensions, que vous mettez gentiment sur le tapis parce que vous êtes quelqu'un qui ne veut pas faire les mauvaises choses, dans le couple par exemple, vous allez vous retrouver avec un stock de tensions, autrement dit de jugements, parce qu'ils se sont transformés sur le jugement, qui feront que rien ne va circuler entre vous. Vous serez gentiment d'accord, vous serez gentil, ça se passera bien, mais au niveau d'énergie, au niveau de l'amour, c'est que dalle. Et dans le couple, vous voyez,